Salut la Darwin Army, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment atteindre l'indépendance financière. Déjà, est-ce que c'est possible? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est un petit peu surfait, un peu galvaudé aujourd'hui, l'indépendance financière. On va voir les stratégies et je vais te donner tous les points qui pour moi sont importants pour y arriver. Écoute, on est parti, je vais me trouver un coin, là la nuit commence à tomber. Apporte ton pouce à l'édifice, c'est important. Et puis c'est parti, jingle. Ok la team, bon je me suis trouvé un coin là, je vais essayer de me stabiliser tranquillement pour que tu puisses bien m'entendre. Alors j'ai 10 stratégies, même 11, allez 10 c'est un bonus à mettre en place et à ne surtout pas négliger pour atteindre l'indépendance financière. Déjà l'indépendance financière, qu'est-ce que c'est finalement? Il y a plein de gens qui parlent d'indépendance financière, il y a plein de gens qui parlent d'être riche, il y a plein de gens qui parlent du statut de rentier. Finalement tout ça, ça se mélange un peu. Alors j'ai l'impression que le statut de rentier c'est plutôt de vivre de ses investissements locatifs, mais pour moi tu peux très bien être rentier avec une autre classe d'actifs. Donc ok, vivre de tes investissements, on appellerait ça rentier. L'indépendance financière, ça serait peut-être, on ne sait pas, alors soit c'est le level en dessous, soit c'est le level au-dessus, où tu es plus que rentier, ou alors tu es tout juste rentier, ou alors est-ce que c'est la même chose? Déjà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Mais pour moi, tout ça, finalement, ça peut se résumer au même endroit. Ça se résume à la liberté, tout simplement. Et au-delà de l'indépendance financière, d'ailleurs qui est un terme qui vient des États-Unis comme d'habitude, et qui a été repris en France, traduit, etc. Au-delà de l'indépendance financière, au-delà du statut de rentier, moi ce qui m'intéresse, c'est la liberté. C'est-à-dire de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux et de ne pas compter. Mais au-delà juste de ne pas compter tes courses, de ne pas compter ce que tu achètes, de ne pas compter quand tu sors, quand tu es au resto. Mais au-delà de ça, d'être capable de te relocaliser dans le monde, tac, du jour au lendemain. Tu vois, aujourd'hui, je suis à Dubaï parce qu'il y a une de nos entreprises, je t'en ai déjà parlé, une de nos entreprises qu'on lance internationalement, on cherchait un hub international, etc. Et Dubaï se prêtait très bien pour ça. Donc, je me suis relocalisé en quelques secondes, en quelques mois. Et sans réfléchir, tu vois, la décision, tu la prends comme ça. Et pour moi, c'est ça l'indépendance financière, c'est d'être libre au point de ne plus avoir de contraintes avec un employeur ou avec un travail ou quoi que ce soit. Et c'est pas pour ça que j'ai pas de travail. J'ai un travail, d'ailleurs, je travaille peut-être plus que tout ce que tu imagines une fois que tu atteindras l'indépendance financière ou la richesse, ou tu appelles ça comme tu veux. Donc, la question, et c'est le préambule en fait de toutes ces stratégies, c'est de se dire finalement pourquoi je le fais et qu'est-ce que je veux faire après. Est-ce que finalement pour moi être libre financièrement c'est être sur une plage, bon comme ici tu vois il y a des plages mais pourtant j'y suis pas des masses, c'est très bien pour faire des vidéos, c'est très joli. Je vais me dépêcher avant que tu me vois plus du tout par contre, mais voilà, c'est pas ce qui fait que, c'est pas ce qui fait que demain moi mon kiff tu vois c'est pas d'être toujours sur la plage et d'être toujours tiens, attends, je m'éclaire un peu plus là, tu vois. Oula, là, ça commence à être compliqué de faire une vidéo. Hein. Alors attends, je vais me relocaliser ailleurs. Bon, du coup, transition, je suis en train de rentrer chez moi. On va se poser dans mon bureau et puis je vais te donner toutes ces infos-là. Bon, allez, nous y voilà, ça va être plus simple ici. Quoi qu'il en soit, on a vu tous ces termes qui veulent plus ou moins rien dire. Quand tu t'intéresses à ce que les gens pensent de la richesse, tu te rends compte qu'à partir du moment où ils ne se sont pas intéressés vraiment à comment mettre en place, ils ont une vision qui n'est pas du tout vraie, tu vois. Tu demandes à quelqu'un, il va dire pour moi la richesse ça se situe à 6 000 €, il y en a qui vont me dire à 10 000 €, il y en a qui vont me dire à 1 million, etc., etc. Donc moi mon but ça a toujours été d'être riche, mais pas d'être riche sans but, mais d'être riche avec des buts derrière. Mon premier ça a été de faire 1 million € de patrimoine net, ça a été fait. Mon deuxième ça a été de faire 1 million € de revenus actifs annuel, c'est en passe d'être fait, et mon prochain objectif, je l'ai déjà, ça sera de faire 1 million d'euros de revenus passifs annuels. Donc là, pour moi, tu commences à rentrer vraiment dans un moment et dans un endroit où il peut vraiment plus rien t'arriver. Et au-delà, parce qu'avant, il peut déjà plus rien t'arriver, mais au-delà de ça, tu arrives aussi dans un délire où tout devient possible en termes d'investissement, tout devient possible en termes... Tu vas pouvoir mettre ton argent et donc ton attention et donc ton pouvoir entre guillemets, parce que l'argent est aussi un pouvoir dans les choses qui t'intéressent. Tu vas pouvoir diversifier beaucoup plus et voilà, l'élévation de ton niveau de vie ne te fera jamais dépenser cet argent-là en totalité. Donc si tu es intelligent, tu vas pouvoir le réinvestir. Bon bref, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est finalement 10 de mes conseils
pour atteindre l'indépendance financière. Donc, premier conseil, 1, faire ses comptes. Aujourd'hui, tu ne peux pas, c'est impossible, techniquement impossible, physiquement, atteindre tes objectifs sans faire tes comptes. Ça n'est pas possible, ok? Et quand je te dis faire tes comptes, je te dis de les traquer, je te dis de savoir exactement, très précisément ce qui se passe à l'aide d'un papier, à l'aide d'un stylo ou à l'aide d'un tableur Excel, peu importe ce que tu veux, mais tu dois savoir, bien sûr, les trucs de base, quel est ton loyer, etc. Quels sont tes frais de déplacement? Il y a notamment un très gros passif qui est la voiture. Combien ça te coûte mensuellement? Les lecs, l'eau, les sorties, l'assurance, l'alimentation, toutes ces choses, tout ton budget mensuel, tout simplement. Tout. Dès que tu rentres 1 euro, dès que tu rentres 10 euros, dès que tu rentres 100 euros, 1000 euros sur ton compte, où part cet argent, ok? Et dans tes dépenses, et d'ailleurs dans tes investissements, tu dois être capable de me dire, ok, je consacre 100 euros par mois à la bourse, je consacre 500 euros par mois sur un compte que je vais mettre de côté pour mes futurs investissements immobiliers, je consacre 132 euros à mes dépenses pour ma voiture, assurance, et puis diesel, gasoil, pardon, essence, etc. J'ai plus de voiture ici, donc je suis un peu perdu avec ça, etc. C'est très important de faire tes comptes, de prendre la photo d'où tu en es. Vraiment, si tu fais pas ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Deuxième conseil qui est la base, se payer en premier. On l'entend souvent, c'est tiré du bouquin de Kiyosaki. Se payer en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. La première chose, celle que tout le monde relaie, ça veut dire je prends mon chèque, peu importe lequel, hein, que ce soit mon salaire, que ce soit des dividendes, que ce soit une plus-value immobilière, que ce soit n'importe quelle source de revenus, qu'elle soit active ou passive d'ailleurs. Je prends mon chèque et je mets de côté. Ça, c'est ce que tout le monde te relaye sur la pensée de Kiyosaki, et c'est vrai, c'est une des choses qu'il dit, c'est-à-dire je prends mon chèque, je me paye en premier. Mais c'est incomplet. Et j'en viens à mon point suivant. Mon point suivant, c'est pas juste je mets de l'argent de côté, mon point suivant, c'est je me paye en premier avant de passer par les impôts. Et ça, c'est la vraie clé, la vraie pensée de Kiyosaki, le vrai truc intéressant et intelligent là-dedans, dans se payer en premier, ça veut dire se payer en premier avant même l'État, avant même les impôts. Et quand il dit ça, il le dit comment? Tout simplement, il le dit via une société. C'est-à-dire que tu vas avoir une société, peu importe pourquoi. Ça peut être pour un business, ça peut être pour des investissements immobiliers, ça peut être pour tout type d'investissement d'ailleurs. Tu vas être structuré en société, j'en ai assez parlé dans plein de vidéos ici sur la chaîne YouTube, j'en parle en long, en large, en travers dans les formations également, des montages en holding, etc., etc. En passant par une société, tu vas pouvoir mettre en place tout un tas d'optimisations fiscales qui vont permettre de te payer en premier, soit sous la forme de revenus, soit sous la forme de frais qui vont servir à améliorer ta vie. Ça peut être des frais de déplacement, ça peut être de l'hôtel, ça peut être des voyages, ça peut être la voiture, ça peut être plein de choses. Ça, c'est le vrai raisonnement, entre guillemets, de se payer en premier de Kiyosaki, c'est-à-dire de se payer avant même les impôts. Le deuxième raisonnement, c'est de se payer avant même de commencer à dépenser et donc de mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est finalement, je ne sais plus où on en est, je crois mon troisième conseil, 1, 2, 3. Mon quatrième conseil, ça va être d'utiliser la puissance des intérêts composés. Alors les intérêts composés, on connaît tous le truc. En gros, je te la fais courte, plus tu mets d'argent de côté et plus tu mets de l'argent longtemps de côté, et plus ces sommes, c'est les intérêts qui vont te rapporter l'argent. Par exemple, tu places 1000 euros à 10%, ok, c'est à 10% de rendement annuel ou mensuel, peu importe, ça marche avec tout, ok, partons sur du rendement annuel. Tu mets 1000 euros à 10% de rendement annuel et puis au bout de la fin d'année 1, tu réinvestis ces 1000 euros plus les 10% qui t'ont rapporté sous forme d'intérêt et tu viens composer ces intérêts, c'est ça les intérêts composés, et tu réinvestis la totalité de la somme. La règle des intérêts composés, on connaît plein de citations d'Einstein, etc., tout ce que tu veux, dit que plus tu fais ça avec une grosse somme et plus tu fais ça avec un taux d'intérêt important et plus tu fais ça longtemps et plus potentiellement ça peut faire beaucoup d'argent. Il y a plein d'exemples sur Internet que tu trouveras, je ne vais pas te refaire encore le truc où tu mets 10 000 euros pendant 50 ans, à la fin tu as 1 million, etc. C'est tout à fait vrai. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est vrai, mais c'est pas non plus magique. Les intérêts composés, c'est bien joli, mais ça fonctionne bien soit quand ça dure très longtemps, je te parle de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, soit avec une grosse somme de départ, soit avec un très gros taux d'intérêt, ou en tout cas avec un gros taux d'intérêt, pas avec un 2%, 3%. Donc le taux d'intérêt, on sait faire. Avec l'immobilier par exemple, ou avec plein de choses, avec le trading, etc., on arrive à dépasser 10 points.
Donc, le taux d'intérêt, on sait faire. La longueur de l'investissement, finalement, on sait faire aussi. Mais il suffit juste d'attendre. Mais j'aime bien quand même avoir de l'argent avant d'avoir 50 ou 60 ans. C'est l'exemple de Warren Buffett, par exemple, où l'exponentialité de sa fortune est très importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a bien fait les choses et en plus, il a attendu très longtemps. Et encore aujourd'hui, il a plus de 80 ans, il a bientôt 90 ans. Et il continue. Donc ça crée une vraie exponentialité. Et le dernier point, c'est la somme de départ. Et ça, on l'a pas tous. Et voilà mon conseil, c'est-à-dire que les intérêts composés, c'est bien d'en parler, c'est une règle qui est vraie, c'est tout ce que tu veux, mais avec une somme de départ dérisoire, ça ne fonctionne pas. Ok? Avec 10 000 euros, tu retrouveras le calcul, ça met 50 ans à 10% pour avoir 1 million, un délire comme ça. Donc, ouais, ça fonctionne, mais c'est trop long. Si tu veux demain atteindre tes objectifs, tu vas pas compter sur les intérêts composés, à moins d'avoir une grosse somme de départ. Donc, mon conseil, il est là. Il est de se dire, ne compte pas que sur les intérêts composés avec une petite somme de départ, un 5, un 10, un 20, même à 100 000 euros. C'est pas comme ça que tu vas faire beaucoup d'intérêts composés, ou en tout cas, si tu vas en faire, oui, ça va fonctionner, mais ça va pas porter ses fruits avant un moment. La force des intérêts composés, c'est justement qu'ils se composent, et pour qu'ils se composent, il leur faut plusieurs années. Donc, ne compte pas là-dessus, c'est un petit peu bullshit de se dire, ok, les intérêts composés, ça va être la fête du slip. Par contre, on arrive sur mon conseil suivant. Mon conseil suivant, c'est de se constituer un trésor de guerre. Plus tu as d'argent de côté, plus tu as un trésor de guerre, plus tu peux investir. Tu sais, un petit peu comme dans Tic et Tac, là, le petit écureuil qui planque ses noisettes dans le tronc d'arbre. C'est exactement pareil, c'est exactement la même image avec ton argent. Il faut que tu fasses en sorte. Et plus tu es au début de ton parcours d'investisseur, plus tu es au début de ton parcours d'entrepreneur, plus tu es au début de ton parcours finalement d'indépendant financier futur, je ne sais pas comment on dit ça, de rentier, de riche, de tout ce que tu veux, et plus tu vas devoir faire grossir ce trésor et plus tu vas galérer, désolé, hein, on est tous passés par là et moi le premier, pour mettre en place ce trésor parce que plus tu pars de zéro et plus c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que c'est complètement possible. Je l'ai fait, plein de gens l'ont fait, et les plus grands millionnaires et milliardaires du monde l'ont fait pour ceux qui sont partis de zéro. Il y en a quand même beaucoup qui sont partis de zéro. On en reparlera juste un petit peu plus tard, des excuses qu'on se donne. Donc c'est possible. Pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions pour faire grossir son trésor de guerre, passer tout ce qu'on a dit avant, se payer en premier, nanana. Il va falloir multiplier les sources de revenus. C'est pas avec ton travail payer 1000, 1200, 1300, 1500, 2000 euros que tu vas devenir libre financièrement, indépendant financièrement, à moins de voir un point qu'on va voir un petit peu plus loin. Mais franchement, dans 90% des cas, ça ne fonctionnera pas. C'est bien joli quand on te vend du rêve à te dire claque des doigts, clique ici, mets ton nom et ton email et tu vas devenir riche. Non, ça fonctionne pas. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des grands principes, il y a des choses à savoir, il y a de la formation à faire et je suis le premier à en faire. Par contre, il faut pas prendre les gens pour des idiots à dire en 2 secondes c'est magique. Non, en 2 secondes c'est pas magique. Il faut mettre en place les actions les unes après les autres, ok? Donc, quand tu es au SMIC, je suis désolé, ça va être très dur pour toi, plus dur pour toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et d'ailleurs, sinon, il n'y a personne très riche au bout d'un moment. Tout le monde, personne n'est né, à part quelques-uns avec un héritage, avec une très grande facilité avec l'argent de famille. La plupart des gens, et même les gens riches, et même les gens qui réussissent, et je te dis, j'en rencontre tous les jours, j'en rencontre de plus en plus. Et toi aussi, tu en as déjà rencontré, tu en as déjà vu sur Internet, dans les livres, tout ce que tu veux. Y arrive. Donc c'est pas pour ça que c'est impossible. Mais toujours est-il que si tu restes en mode spectateur avec 1200, 1500 euros par mois, que tu dis ok, je fais des intérêts composés, je mets 150, je me paye en premier, je mets de l'argent de côté avant d'investir, etc. Enfin avant de dépenser, puis j'investis, etc. C'est très bien, mais ça ne suffira pas. Il faut que tu crées ton trésor de guerre, il faut que tu mettes de l'argent de côté pour pouvoir investir plus. La vraie beauté de l'investissement et la vraie beauté de l'indépendance financière, c'est quoi? C'est que la beauté, ou pas la beauté d'ailleurs, hein, j'en parle souvent, c'est aussi cruel. C'est que c'est plus facile avec des chiffres qui sont plus gros. Pourquoi? C'est très simple. Hein. Faire 10% de 1000 euros, ça fait pas beaucoup d'argent, ça fait 100 euros. Par contre, faire 10% de 10 millions d'euros, forcément, ça fait un petit peu plus d'argent, ça fait 1 million d'euros. Donc, c'est beaucoup plus simple après. Et plus tu as d'argent à investir, et plus c'est simple. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, fais grossir ton trésor de guerre. Pour ça, plusieurs sources de revenus. Chercher les augmentations de salaire, plusieurs sources de revenus, hein, je te refais pas le topo, tu les connais, je fais de l'immobilier, je fais éventuellement du trading, je fais de la bourse, je monte ma boîte ou je prends éventuellement un travail supplémentaire où je suis peut-être à mi-temps, je passe à temps plein, où je suis peut-être étudiant, je trouve un CDI, bref,
ou je quitte mon employeur pour un meilleur employeur, etc. Il est aussi possible de cumuler les jobs, il est aussi possible de devenir le meilleur. Ça, souvent, j'entends les gens dire soyez entrepreneur, faites de l'entrepreneuriat, etc., etc. Ça marche très bien. D'ailleurs, je suis le premier à le dire et je suis entrepreneur moi-même. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'être entrepreneurs, ou il y a plein de gens qui ne se sentent pas, ou il y a plein de gens qui ne se sentent pas prêts, ou qui ont eu une mauvaise expérience, etc. Et c'est pas obligatoire d'être entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle intraprendre, ou en tout cas ce que je sais pas, ce que j'appelle moi intraprendre, je ne sais pas si c'est un terme qui est officiel ou pas, qui existe vraiment, mais en tout cas devenir entrepreneur au sein même de sa boîte. Et quand je dis devenir entrepreneur au sein même de sa boîte, je veux dire sur la beauté de ça, c'est-à-dire de devenir le meilleur, d'anticiper les problèmes, de régler les problèmes, de faire en sorte de monter sur des positions managériales, etc., d'évoluer dans sa carrière. Ce qui va permettre plusieurs choses. 1, le trésor de guerre, rentrer plus d'argent, qui dit plus d'argent dit plus d'investissement. 2, de négocier avec son patron. Pourquoi? Parce que quand tu es le meilleur, c'est quand même vachement plus simple d'avoir des vacances. C'est quand même vachement plus simple d'avoir du temps libre. C'est vachement plus simple d'avoir du télétravail. C'est vachement plus simple quand tu as besoin, par exemple, d'aller visiter un immeuble le mercredi après-midi, de négocier, de dire voilà, est-ce que je peux partir un petit peu plus tôt, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment puissant. Il y a le pendant. Je t'ai dit, ah oui, tu n'y arriveras pas avec 1200, sauf si. Alors, je viens sur le sauf si. Le pendant de tout ça, c'est de se dire, ok, j'y arrive pas finalement, ou j'ai pas envie, ou c'est pas mon délire de galérer dans ce sens-là, je préfère faire dans l'autre sens. L'autre sens, c'est quoi? C'est baisser ses dépenses. Il y a des mouvements, et notamment qui viennent des États-Unis, qui sont aussi très à la mode, qui s'appellent les frugalistes. Qu'est-ce que c'est que les frugalistes? C'est des gens qui baissent leur niveau de vie à un point où ils en viennent à dépenser quasiment plus rien. C'est-à-dire ils n'ont pas de voiture, ils sont à vélo, ils font leur potager, ils achètent quasiment pas à bouffer, ils n'ont quasiment pas de loisirs, etc., etc. Tout ce qui coûte de l'argent, finalement, ils vont le baisser et ils vont faire en sorte de dépenser le moins possible. Pour faire quoi? Pour, même avec leur salaire actuel, même leur niveau de vie actuel, c'est gagner moins ou dépenser, c'est gagner plus ou dépenser moins. Hein. Finalement, là je t'ai parlé de gagner plus, maintenant je te parle de dépenser moins. Ils descendent tellement leur niveau de dépenses qu'ils mettent énormément d'argent de côté, peu importe finalement leur niveau de rémunération, ils mettent une part qui est tellement importante qu'au bout de quelques années, avec les intérêts composés, les investissements et tout ce dont on a parlé, ils sont capables de très vite partir à la retraite et d'arrêter leur taf. Alors attention, ils partent, c'est un mode de vie minimaliste, etc. Ils partent à la retraite en mode je vis dans un van et tu vois, je pars visiter les montagnes du Colorado, tu vois, on n'est pas en mode comme tu imagines, je suis sur la plage, je me mets des piña coladas toute la semaine comme le cliché du rentier. Donc, il faut savoir que ça existe, le fait de soit je gagne plus, soit je dépense moins, c'est quelque chose qui existe. Moi perso, c'est pas du tout mon délire, je suis vraiment, dès qu'il faut trancher, gagner plus ou dépenser moins, je suis plutôt gagner plus que dépenser moins, mais après, c'est quelque chose qui est possible, et tu peux aussi le faire au début, c'est-à-dire baisser tes dépenses au début, notamment si tu as une petite rémunération, le temps de pouvoir engranger la machine, et puis ensuite être plutôt dans le délire, gagner plus et pas dépenser moins. Le point suivant, le conseil suivant, c'est savoir utiliser la dette et utiliser la bonne dette. Hein, on revoit les basiques, mais quand même, au bout d'un moment, s'endetter pour acheter du passif, les gars, faut voir les choses en face au bout d'un moment. Combien je vois de gens qui sont dans la team rentable, ils sont en mode, ouais, j'ai compris, Darwin Army, etc. Et on a des grosses bagnoles à crédit, quoi. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de faire ça. Tu peux, et c'est un piège dans lequel on est tous tombés, je crois, et moi le premier, mais vraiment, quand tu arrives à te défaire de ça, tu peux gagner beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les grosses bagnoles, je te parle des bagnoles à 200, 300, 400 000 balles, tu vois, on parle Lamborghini, Ferrari, etc. Il faut bien comprendre que ça doit être une part extrêmement minime de ton patrimoine. Si tu veux commencer à flamber, etc., et si tu veux suivre un peu les gens qui te montrent ça sur Internet, ils sont surmouillés par rapport à leur patrimoine, tu vois. C'est-à-dire que les niveaux de patrimoine où on te vend le lifestyle Instagram, le lifestyle bateau, le lifestyle voiture, le lifestyle Ferrari et tout ce que tu veux, il est au-dessus. Il n'est pas à millionnaire, il est au-dessus. Il est plutôt à 6, 7, 8, 10 millions et encore au-dessus. C'est se tirer une balle dans le pied quand on est je mets des guillemets, millionnaire, que de commencer à se mettre des grosses voitures, etc. Parce que en fait,
Tout l'effort que tu as fait au début, rappelle-toi, je t'ai dit que c'était beaucoup plus dur au début qu'ensuite. Tout l'effort que tu as fait au début, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Ça y est, tu commences à prendre un peu une assise financière, tu commences un peu à être, voilà, à battre le jeu finalement, le jeu vidéo de la vie, le jeu vidéo de l'argent. Et boum, tu te tires une balle dans le pied. Tu sais, finalement, tu as envie de te mettre un Oscar, tu as envie de te mettre un reward, mais tu te le mets trop tôt, pas de la bonne façon, et tu retombes dans acheter des passifs à crédit ou acheter des passifs même cash. Mais même la belle Ferrari ou la belle Porsche cash, ça reste une mauvaise idée. Et alors tu vas me dire, oui, mais les voitures de collection, ça baisse pas trop, etc. Ouais, ok. Mais encore une fois, réfléchis. Cette ligne-là, la ligne d'hiver, la ligne voiture, ça doit être 1%, 2% de ton patrimoine, pas plus. Pas 5, pas 10 et encore moins 30% de ton patrimoine. Et je te parle de patrimoine net, je te parle pas de patrimoine avec tout ce que tu dois à la banque. Oui, c'est la réalité. Donc, si c'est plus que ça, si c'est du 5, du 10, du 15, du 20%, tu perds du temps. Pourquoi? Parce que cet argent-là, tu aurais pu l'investir, cet argent-là, tu aurais pu le faire travailler, tu aurais pu faire de la bonne dette avec cet argent-là. Et ça fonctionne pour les voitures, mais ça fonctionne pour les prêts conso, ça fonctionne pour absolument tous les passifs finalement que tu peux financer par de la dette. Dans mon bouquin, souvent, je dis, et souvent on m'en parle, utiliser le levier du crédit pour acheter de l'actif, donc la dette pour acheter de l'actif, c'est utiliser le levier, et utiliser ce même levier pour acheter du passif, c'est finalement prendre le levier et se taper sur la tête avec. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tu vas démultiplier l'effet passif. Donc c'est bête, même si tu as un gros reste à vivre, etc., etc. Après, tout dépend où tu places tes objectifs. Point suivant, on va reparler quand même de la résidence principale. Tu ne dois pas acheter ta fucking putain de merde de résidence principale, ok? Oui, mais je paye plus de crédit, etc. J'économise. Non, c'est du bullshit. Si tu veux être mobile, si tu veux être rapide, si tu veux avoir le taux d'endettement le plus bas possible, et puis pour plein de raisons aussi qui sont mentales, d'avoir un mental d'investisseur, de chercher les bonnes affaires et d'être cohérent finalement patrimonialement, exactement comme pour la voiture, acheter ta putain de merde de résidence principale, ça n'est pas une bonne décision. Alors, si tu l'as déjà fait, tu vas pas mourir en enfer, tu vas pas brûler. Si tu envisages de le faire, c'est pas pour ça que tu réussiras pas. Mais encore une fois, faire ça au début de ton parcours d'investisseur, c'est une mauvaise idée. Moi, encore aujourd'hui, je suis locataire. Ici, j'ai un très bel appart qui est très bien placé, dans une tour très haut, etc. Je paye plusieurs milliers d'euros de loyer. Mais ça n'empêche pas que je suis encore locataire. Et ça n'est pas, oui, mais tu jettes de l'argent par les fenêtres, etc. Non. Pourquoi? Parce que je suis mobile, je peux changer vite, je peux changer bien, je peux renégocier les prix, je peux aller chercher un appart moins cher pour mieux, je peux, en plus ici tu peux renégocier avec le propriétaire pour être à la baisse, etc. C'est encore une autre façon de fonctionner. Mais bref, demain je peux déménager en 2 secondes. Si jamais j'ai un souci, parce qu'il faut savoir que quand même je prends des risques dans mes investissements, je suis quand même un profil risqué, je suis entrepreneur, etc. etc. J'ai pas un boulet au pied de me dire ah, je vais revendre ma résidence principale, etc. Non, je suis 100% investi et voilà, et j'utilise tout simplement encore le levier au maximum. Donc, on a eu le débat 100 fois, je ne vais pas encore revenir dessus. C'est plus productif, investisseurement parlant, de ne pas acheter ta résidence principale, ou en tout cas pas du tout au début, ou en tout cas tant que tu veux avoir une vélocité importante sur ton cash. D'ailleurs, parlons de vélocité sur le cash. Créer une vélocité sur le cash, c'est quelque chose, c'est mon point suivant, c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence. Qu'est-ce que c'est créer une vélocité sur le cash? C'est de faire en sorte de... Tu te rappelles les points numérotés, là, les nuages de points, tu sais, où il fallait, quand tu étais gamin, il fallait suivre numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et ça faisait un dessin. Créer la vélocité sur son cash, c'est la même chose. C'est prendre tous les points numérotés de ta vie. Ok? Ça peut être tes activités principales, secondaires, ça peut être tes hobbies, ça peut être tes investissements, ok? Et trouver un moyen de faire le lien entre tout ça pour créer ce fameux dessin. Je te donne un exemple. Un agent immobilier travaille dans l'immobilier, ok? C'est sa vie, il fait ça tous les jours. S'il se met à investir dans l'immobilier, il va créer une vélocité sur son cash. S'il se met à réinvestir l'argent de ses investissements immobiliers pour, par exemple, faire grossir son agence ou réinvestir plus ou avoir encore une activité de plus, par exemple, ça peut être des services autour de l'immobilier, ça peut être de la décoration, ça peut être du homestaging, ça peut être une entreprise de bâtiment en général, ça peut être ce que tu veux qui est relié finalement à cette classe d'actifs ou à ces investissements-là, il crée une vélocité sur son cash. Pourquoi? Parce que tous les points de sa vie, tous les points de ses investissements, ou en tout cas un maximum,
sont reliés et vont pouvoir accélérer. Pourquoi? Parce que quand tu es agent immobilier, tu rencontres des investisseurs, tu rencontres des promoteurs, tu rencontres des entreprises de bâtiments, tu rencontres des banquiers, etc., etc. Et donc forcément, de mettre tout ce réseau dans le même sens pour servir et les intérêts de tes clients et tes intérêts personnels en tant qu'investisseur, ça va plus vite. Je pense par exemple à un banquier qui investit, je pense à un architecte qui investit ou à quelqu'un qui fait du design et qui décide, au lieu de faire du design, je ne sais pas, dans n'importe quelle industrie, de partir dans l'immobilier. Ou je pense à quelqu'un qui fait des études de finance et qui se met à faire du trading et puis après qui ouvre une activité en relation avec la bourse ou avec le trading ou avec les finances. Bref, c'est créer cet écosystème autour de toi pour accélérer tes investissements, pour accélérer en même temps, si possible, ton revenu actif tiré, c'est le très bon exemple de mon agent immobilier. Hein. Mon agent immobilier, quand il veut revendre un de ses biens, c'est quand même vachement plus simple de le revendre à un de ses clients qu'à quelqu'un d'autre. Et donc, tu crées cet environnement gagnant autour de toi et tu crées une vraie velocity sur son cash. Donc ça peut être très très puissant. Ça peut être aussi une fausse bonne idée. Dans mon début de parcours de marchand de biens, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, tiens, et si on ne montait pas une agence immobilière, moi je l'ai fait à l'envers, pour revendre nos biens, etc., etc. Il y a aussi plein d'investisseurs, et je réponds souvent à cette question parce qu'on me la pose tout le temps, qui me disent, tiens, moi je suis investisseur, si je ne montais pas une société de bâtiment pour gérer mes travaux, etc., etc. Alors attention, sur le papier, c'est une bonne idée, on crée de la vélocité sur son cash, mais ça peut être une fausse bonne idée sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même respecter les fondamentaux de monter ses activités. Moi, quand j'avais monté l'agence, je pensais que j'allais pouvoir la faire vivre moi tout seul, etc., avec le parc qu'on avait et qu'il suffisait d'un commercial et puis au petit bonheur la chance, on allait payer les charges. Non, ça fonctionne pas comme ça. Souvent, les investisseurs qui veulent monter une société de bâtiment, ils me disent voilà, je monte une société de bâtiment et puis avec mes travaux plus ceux de mes copains, ça suffira à la faire vivre. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, attention à la fausse bonne idée aussi dans créer des activités connexes. Il faut quand même comprendre que dans activité, il y a activité. Okay, donc ça veut dire que ça va être une vraie activité à part entière et ça ne va pas juste être un truc comme ça en dilettante. C'est assez rare que ça fonctionne. Point suivant et conseil suivant que je voudrais te donner, c'est d'investir sur toi. Ça passe par les livres, on le sait, on en parle souvent. Ça passe par la formation. Tu le sais, on en parle souvent, et puis j'accompagne beaucoup de gens dans la formation, mais pas que ça. Ça, encore une fois, c'est les points que tu entends tout le temps, et j'aime bien aller un petit peu plus loin que ces points-là. Pour moi, ça passe également par investir dans ta santé, investir dans le sport que tu fais. Donc ça passe par les infrastructures, ça passe par le club, ça passe peut-être par un coach, ça passe par tes fringues de sport, ça passe peut-être par des trucs comme j'ai essayé récemment la cryo, ça c'est vachement bien, ça augmente la récupération, etc. C'est super bon pour la santé. Donc ça passe par tout ça, ça passe également par être dans un endroit qui t'inspire. Alors là, je peux pas trop te filmer mon bureau à quoi ça ressemble parce qu'il fait nuit, mais voilà, j'ai choisi un appartement qui m'inspire, j'ai choisi quelque chose de très haut avec une belle vue dans un bon quartier, etc. qui me coûte, oui, beaucoup plus cher que si j'avais fait ailleurs. Tiens, je retombe dans l'exemple que je te disais avant avec la voiture à crédit, ou dépenser moins ou gagner plus. J'aurais pu choisir ici avec cet appartement de dépenser moins. J'aurais pu choisir de payer un loyer 1000, 2000 euros, 3000 euros par mois, moins cher, et d'avoir toujours un truc globalement OK. Mais j'ai besoin de cette vision-là. J'ai besoin d'investir en moi aussi là-dessus. Il n'y a pas que les livres, il n'y a pas que la formation, il y a aussi l'écosystème que tu mets autour de toi pour avoir un cerveau capable d'aller chercher tes objectifs. Je te donne souvent certains de mes objectifs, je te raconte un petit peu ma vie, notamment ici en vidéo, sur les vlogs, sur le podcast, etc. Si je ne cherche pas à créer cet écosystème, les fois où c'est dur, les fois où c'est complexe, les fois où je travaille beaucoup, les fois où je fais des allers-retours, etc., les moments de doute qu'on a tous, ça ne fonctionnerait pas pareil, tu vois, ça serait plus dur pour moi. Donc, investis sur toi aussi sur ces points-là, et oui, en effet, tu vas pouvoir me rétorquer exactement ce que je t'ai dit. Ah oui, mais là tu te ralentis, tu aurais pu dépenser moins et donc investir plus, etc. À toi de mettre le curseur, il n'y a pas de vérité. Encore une fois, mais tout ce que je sais, et c'est aussi pour ça que je ne suis pas trop partisan du dépenser moins, c'est que quand tu t'oublies trop longtemps et quand tu fais des sacrifices trop longtemps, ça peut aussi être contre-productif. Donc au début, c'est assez simple de le faire, et d'ailleurs, je te conseille au début de faire beaucoup de sacrifices, travailler tout le temps, travailler les week-ends, etc. Et plus tu avances, et plus normalement tu as du succès, tu t'es planté quelques fois, etc. Et plus il faut que quand même tu t'oublies pas et tu as cherché ces éléments de confort qu'on pourrait appeler, ou vision, ou motivation, ou t'appelles comme tu veux, qui vont te permettre d'aller chercher aussi le
ouais, l'extra mile, l'extra énervement chez toi, tu vois, l'œil du tigre, etc. Donc ça, c'est très important. Point suivant, ça peut être le dernier, si j'ai bien compté. C'est l'argent. Souvent, je te dis que l'argent est une énergie, un peu comme l'électricité. Tu peux faire des dérivations, etc., des trucs un peu mystiques autour de l'argent. Et sans tomber dans le mystique, cette fois-ci, j'aimerais te parler du mouvement de l'argent. L'argent sans mouvement ne vaut rien. L'argent sans mouvement ne vaut rien. Si tu n'utilises pas l'argent, si tu ne le fais pas voyager, si tu ne le fais pas transiter, non seulement il diminue en valeur avec l'inflation, etc., parce qu'il n'est pas investi, mais en plus, il ne vaut rien. C'est-à-dire que, attends, est-ce que j'ai des billets là? Tiens, oui. Ah, bah, j'en ai plein. Ok. Là, j'ai des billets où il se passe rien, tu vois. Attends, je ne vais pas en prendre trop, sinon tu vas dire, ouais, tu fais le barbeau, etc. Donc là, j'ai des billets. Ces billets-là, ils servent à rien. Ils sont dans mon tiroir, là, ils attendent que j'aille en France parce que c'est des euros et que ici je m'en sers pas. Ben, ils sont là, tu vois, je sais pas combien il y a. Il y a peut-être 500 balles. Ils sont là, ils dorment. Ils ne servent à rien. Ils sont pas utilisés. Je pourrais les utiliser pour plein de choses. Je pourrais les utiliser pour m'amuser, pour acheter ce que tu veux, du passif, etc. Je pourrais aussi les utiliser pour investir. Tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont ici, dans mon tiroir, ils vont jusqu'à perdre leur valeur. Que ça soit ça, que ça soit mon vieux brouillon là dégueulasse, finalement c'est quoi la différence entre un vieux brouillon dégueulasse et un billet de banque? Quelle est la différence entre ces deux choses-là quand tu y penses? C'est du papier, c'est imprimé, ok, il y a une encre qui est un peu fancy, qui est un peu jolie, ça brille, ah, regarde c'est joli, il y a un hologramme. Et puis quand tu le regardes à travers, tiens, il y a un truc, je sais même pas ce que c'est sur celui-là, c'est une espèce je sais pas ce que c'est. Si, c'est une espèce de figure biblique qui doit avoir un nom que je connais pas. Mais finalement, ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est juste un bout de papier. Et il prend sa valeur, ce truc-là, à partir du moment où je te l'échange. Je te dis, tiens, Jean-Claude, qu'est-ce que tu me donnes en échange de ces 20 euros? J'achèterais bien 2 kilos de pommes, ou 10 kilos de pommes, parce que 2 kilos de pommes, ça fait cher. Tiens, des bonnes pommes du jardin, des bonnes pommes du verger, 20 euros. Tiens, Jean-Claude, donne-moi les pommes. Là, l'argent sert à quelque chose. Mais tant qu'il est immobile, tant qu'il est là, c'est juste un putain de bout de papier avec 20 imprimés dessus. Okay, ça ne veut rien dire, il n'y a rien de magique là. C'est juste la convention sociale qu'on se l'échange et qui sert à quelque chose. Donc là, on ne va pas rentrer dans la sociologie, l'histoire de l'argent et tout ce que tu veux. Mais on est bien d'accord que la convention sociale qui fait que quand on s'échange ce truc-là, qui veut dire tant d'argent, c'est maintenant qu'il prend de la valeur. Tant qu'il est là, immobile, il ne sert à rien. Ok ? Ça, c'est important de le comprendre. Je sais qu'il y a des gens pour qui l'argent, c'est un doudou, pour qui l'argent, c'est rassurant. Tiens, ah, j'ai un gros tas, tiens, attends, j'ai des billets de 10 aussi. Ah, tiens, j'ai des billets de 10. Ah, c'est rassurant, des billets de 10. Oh, il y a au moins 70 euros là. Et du coup, je les ai là, et je me dis, putain, c'est cool, je les ai, s'il m'arrive un truc, etc. Ouais, sauf que, ok, je vois comme ça, s'il m'arrive un truc, c'est de l'argent de côté, etc. Et encore une fois, ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit, oui, il faut un matelas de sécurité. Mais des fois, ça va trop loin. Des fois, tu as un matelas de sécurité, ça en devient bête. Tu vois, ça en devient inutile. Et donc, tu perds cette vélocité, tu perds cette valeur qui fait que tu pourrais acheter quelque chose, tu pourrais l'échanger, tu pourrais surtout investir, encore une fois, et faire tout ce qu'on a dit. Soit investir sur toi, soit investir dans des actifs, investir tout court pour faire de l'argent et pour en faire plus. Là, il ne se passe rien. Et vraiment, quand tu comprends que ce truc est comme un bout de papier et que à partir du moment où la valeur se crée, quand je te l'échange, d'ailleurs, comme un livre. Un livre, c'est quoi? Un livre, c'est un bout de papier. Ok? Tiens, ce livre est très bien si tu veux le lire. Purple Co. C'est du papier. Qu'est-ce qui donne la valeur à ce livre? Les informations qu'il y a à l'intérieur. Mais au-delà des informations qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'il a de la valeur? Quand je les consulte, parce qu'encore une fois, tant qu'il est là comme ça sur mon bureau et que je ne m'en sers pas, c'est juste une jolie couverture avec des mots à l'intérieur. Mais quand je commence à le consulter, quand je commence à prendre la valeur qu'il y a dans mon cerveau, c'est là que ça marche. C'est comme avec l'argent. Quand je commence à l'échanger, quand je commence à prendre la valeur qu'il y a là-dedans pour récupérer autre chose, le kilo de pommes, là, ça devient intéressant. Et parfois, bah voilà, tu te comportes avec l'argent comme un doudou. Et tu te dis, voilà, je l'ai, il est là, ça me rassure. Mais est-ce qu'il est vraiment au bon endroit?
est-ce qu'il n'est pas en train de dormir et d'avoir aucune valeur comme un livre qu'on n'ouvrirait pas ou comme un bout de papier avec des conneries écrites au brouillon? Et est-ce que je ne ferais pas mieux de repenser une partie de ce flux-là pour l'investir? Est-ce que j'ai besoin d'autant de côté? Et où est-ce que ça me rassure de les avoir à proximité? Alors que finalement, des fois, je me dis, tiens, ils ont investi, c'est comme s'ils avaient disparu. Moi, ça me le fait, ça. C'est-à-dire que je me dis, tiens, je vais mettre 30 000 balles investies là-dessus, et j'ai l'impression qu'ils sont plus là, parce qu'ils sont investis. J'ai l'impression qu'ils ont disparu. Des fois, il faut que j'aille chercher loin dans ma tête pour me dire, ah, mais si, j'ai ce truc-là. Et oui, ok, si je le récupère, bah, peut-être j'ai plus que ma mise, peut-être j'ai moins, mais en tout cas, j'ai cet argent, il existe encore. Et souvent, quand tu es réticent à investir, c'est que tu te dis, putain, cet argent n'est plus là, mais cet argent est toujours là. D'où l'importance, encore une fois, mais là, sauf que cette fois-ci, il travaille. Cette fois-ci, il sert à quelque chose, tu l'as échangé contre quelque chose. Tu l'as échangé contre un taux d'intérêt, par exemple. D'où l'importance de traquer ce qu'on fait, d'avoir un fichier de suivi, etc., etc. Donc ça, c'était mon dernier point. Et mon point bonus, qui est extrêmement important, cette vidéo était très longue, mais encore une fois, bah, je te l'ai dit, hein, maintenant je reprends de faire les trucs qui sont spontanés, et d'ailleurs tu peux me dire dans les commentaires, juste avant mon bonus, si ça te fait chier complètement, si t'as été largué, ou si t'as suivi, si ça t'intéresse. Bref, c'est comme ça que ça va se passer maintenant, j'ai plus envie de me prendre la tête, et j'ai envie d'être spontané. Mon bonus, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est le truc qui me rend fou en ce moment. C'est le truc qui me rend fou en ce moment. Je crois que je ferai carrément une vidéo entière dessus. C'est oui, mais. Le oui, mais. Oui, mais moi, je peux pas. Oui, mais non. Oui, mais ça s'applique pas à moi. Ça, c'est le number one excuse que j'entends tous les jours. Tous les jours, quand je dis tiens, tu pourrais pas faire ça, ou tiens, regarde, moi j'ai fait ça, essaie de faire ça. Alors attention, je n'entends pas de la part de gens qui sont passés au level supérieur pour la gestion de leurs finances. Je n'entends pas de la part de gens justement qui savent, qui sont indépendants financièrement ou qui savent comment faire, ou tu vois, qui sont avancés, etc., qui ont investi sur eux-mêmes, ou tu vois, qui ont fait soit des recherches, soit qui sont dans la dynamique d'investir. Je te parle de Tata Rachel. Donc, je te parle de toi, il y a 6 mois, il y a 1 an, je ne sais pas où tu en es, avant que tu t'intéresses à tout ça. Ou peut-être encore aujourd'hui, ou peut-être dans certaines parties de ta vie. Parce que là, on parle que d'investissement et je fais le fier parce que c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Mais dans plein d'autres champs de ma vie, je vais utiliser cette excuse. Oui, mais moi, je peux pas. Oui, mais ça marche pas avec moi. Il y a un problème. Et toutes ces phrases extrêmement limitantes. Et en fait, je t'avais déjà parlé sur le podcast Business en bagnole, si tu me suis depuis longtemps, du fameux « on va essayer » qui était un mot interdit. Si tu n'as pas écouté cet épisode, tu trouveras ça quelque part dans les liens. Business en bagnole. Là, c'est un mot interdit, c'est pareil. C'est comme le « je vais essayer » qui est complètement interdit. Et normalement, si tu as suivi, à chaque fois que tu te dis « je vais essayer », tu te reprends et tu changes la tournure de ta phrase. Ben là, c'est exactement la même chose. À chaque fois que tu dis « oui, mais non, ça ne s'applique pas à moi », ah oui, mais pas pour moi, ou ah, oui, mais. En fait, c'est finalement, tu peux carrément t'arrêter à oui, mais, tu vois, je peux pas, ou ah oui, mais c'est pour lui, c'est pas pour moi, etc. Oui, mais il y a un problème. En fait, il suffit de s'arrêter, c'est un mot interdit, et de reprendre la tournure à comment est-ce que je pourrais. Je ne peux pas investir dans l'immobilier parce que... Ça, j'ai entendu ça récemment. Je ne peux pas investir dans l'immobilier parce que je suis étudiant. Je ne peux pas investir dans l'immobilier parce que je suis mineur. Tiens, j'ai vu quelqu'un aussi qui me disait, je ne peux pas je peux pas faire du trading parce que je suis trop jeune. De base, c'est vrai. Je ne peux pas investir dans l'immobilier parce que je suis mineur, je suis étudiant, etc. C'est quand même vachement plus compliqué, tu vois, surtout pour le cas du mineur. Mais c'est pas non plus vrai. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, là, je te trouve un comment est-ce que je pourrais. Ah bah, tu ne peux pas investir dans l'immobilier parce que tu es mineur. Bah, comment est-ce que tu pourrais quand même faire? Est-ce que tu ne pourrais pas quand même investir sur toi, devenir j'allais dire intelligent, mais non, c'est une intelligence financière, devenir fort en immobilier, devenir intelligent du côté de l'immobilier, devenir une ressource pour les gens avec qui tu investis. Tu pourrais investir avec tes parents, tu pourrais investir avec ton grand frère, tu pourrais investir avec ta famille, ou tu pourrais complètement investir avec d'autres gens que tu irais rencontrer dans des rencontres investisseurs. Oui, mais comment je pourrais être pris au sérieux? Nanana, je serais pas pris au sérieux parce que je suis trop jeune. Non, non, non. Comment pourrais-je être pris au sérieux parce que je suis trop jeune? Eh bien, il va falloir te vieillir, il va falloir t'habiller, etc. Ça a été mon problème aussi quand j'ai commencé. Il va falloir peut-être te mettre en chemise, te mettre en costume, peut-être te laisser pousser la barbe, etc., etc. Trouver des solutions. Oui, mais ça ne s'applique pas à moi parce que je connais personne.
Non, encore une fois, comment est-ce que je pourrais connaître des gens? Il y a plein de moyens de faire du réseau, tu peux aller dans les événements, etc., etc. Tu vois, ça fonctionne absolument pour tout dès que tu as un esprit créatif. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple à faire pour les autres que pour toi. Tiens, amuse-toi d'ailleurs quand tu entends quelqu'un dire oui, mais non, moi je peux pas parce que, une excuse à 2 balles, toi-même trouve dans ta tête le comment est-ce que je pourrais. Et tu verras que si tu te forces à faire ça avec les autres, comme là je te donne des exemples, eh ben, ça va t'aider à le faire pour toi-même. Parce que tu vas te rendre compte aussi quand tu le fais. Le jeune qui me disait oui, mais moi je peux pas faire de trading parce que je suis trop jeune, alors peut-être j'ai pas d'argent, peut-être je suis mineur, peut-être je suis étudiant, tout ce que tu veux. Ben alors, comment pourrais-je? Ah bah peut-être que je pourrais apprendre le trading en démo, et puis comme ça, quand je serai prêt, même si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, bah j'aurais fait tellement d'apprentissage et j'aurais vu tellement de conditions de marché que je serais devenu meilleur. Et j'aurais gagné vachement de temps sur quelqu'un qui aurait commencé peut-être beaucoup plus vieux que moi. Donc, vraiment, le oui mais, je le change par comment pourrais-je? Ah mais je peux pas, comment pourrais-je? Et ça, c'est extrêmement puissant, et notamment pour les investisseurs. Parce que souvent, et là j'ai le 4, hein, regarde, j'ai un truc sous la main là, ça, c'est une vente aux enchères pour un gros lot. Alors, je ne peux pas trop t'en dire encore parce que voilà, c'est sous condition de confidentialité, mais je t'en parlerai dans le vlog si on l'a. Ce truc-là, on parle de plusieurs dizaines de biens qui sont vendus en lot par une très grosse multinationale qui a décidé de déstocker une partie de ses biens immobiliers. On parle d'une mise à prix à plus de 6 millions d'euros et il faut déposer des sommes en garantie, etc., etc. Donc, même pour nous qui sommes déjà avancés, on est plusieurs, on est associés, on a des investisseurs et tout ce que tu veux, c'est déjà gros, tu vois. Et ma réaction numéro 1 quand j'ai vu ce dossier, c'est de dire, mais on ne pourra pas faire ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ben, ça m'est venu après. Tu vois, le comment est-ce qu'on va le faire? Et finalement, on est en train de le faire et on trouve des solutions. Mais finalement, ma première réaction, ça a été, mais non, ça, on ne peut pas le faire, c'est impossible, c'est pas pour nous. Comment enfin, non, ça marche pas. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais putain, comment on va pouvoir le faire? Et puis on a brainstormé et on trouve des solutions. Alors, c'est pas sûr que ça se fasse, mais en tout cas, on a travaillé pour trouver comment est-ce qu'on pourrait. Et il y a plein de solutions, de trouver les bonnes personnes, de s'associer, de se regrouper, de diviser, de poser des questions qui n'ont pas été posées, d'essayer quand même de s'accrocher à des trucs qui, au début, on t'a dit non, et puis peut-être que c'est oui, en fait, ou peut-être qu'en fait, on t'a dit non juste parce que le mec, il a décidé comme ça, mais lui-même, quand il a décidé, il s'est dit que c'était comme ça, et puis personne ne lui a posé la question, tu vois. Et des fois, on rentre dans des non-dits, dans des quiproquos, parce que juste personne n'a posé la question. Parce que personne s'est dit, putain, mais comment on pourrait, tiens, vas-y, on pourrait pas, genre, on trouve 15 solutions, et puis on les essaye toutes, tu vois. Donc ça, vraiment, ça va être extrêmement puissant pour toi. Bon, cette vidéo a déjà duré beaucoup trop longtemps, il fait complètement ennui. Je vais te dire à très bientôt. Encore une fois, si ça t'intéresse et que tu es encore là, maintenant, tout de suite, à me regarder faire le pitre, apporte ton pouce à l'édifice, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et puis je te dis à très bientôt, ciao.